entreprise qui compte aujourd'hui près de 100 apprenants et avec une cinquantaine d'enseignants dans toutes les contrées de la ville de Porto-Novo. Donc, nous avons pour méthode, c'est de déployer nous sommes appelés à déployer les enseignants dans les maisons des enfants, des apprenants, pour les accompagner dans l'éducation, c'est-à-dire les cours qu'ils reçoivent en classe, leur expliquer ces cours, reprendre des exercices avec eux et parfois même aller au-delà de ça en ce qui concerne le coaching, le développement personnel de l'enfant, comment lui donner une confiance en soi qui devrait lui permettre devant n'importe quelle situation à l'école de pouvoir s'en sortir. Donc voilà un peu ce que fait Couleur et Saveur des études depuis déjà bientôt 4 ans. Merci. Et entrepreneur? J'ai rêvé d'être entrepreneur. Pas vraiment. Je n'ai vraiment pas rêvé de devenir chef d'entreprise. Mais ce sont des situations qui m'ont amené aujourd'hui à être chef d'entreprise. Sinon, au début, j'avais pour objectif de faire ma formation et à la fin de ma formation, aller donc continuer en Europe pour travailler certainement dans une entreprise en Europe. Voilà quoi, c'était ça. Et dites-nous, pensez-vous que tout le monde peut entreprendre? Oui. Je dis oui. Je dis oui parce que entreprendre, c'est d'abord avoir un projet. On ne devient pas entrepreneur du jour au lendemain. Ça commence d'abord par un projet. Mais la différence, c'est que il faut y croire. C'est celui qui croit en son projet, qui vit avec son projet, qui réussit en entreprise. Parce que entreprendre, il y a des difficultés. Vous allez rencontrer des problèmes, des challenges que vous êtes obligé de surmonter. Mais la seule chose qui va vous permettre de surmonter ces challenges, en fait, ce sont l'amour que vous avez pour la chose, votre engagement à la chose, ce que vous faites, pourquoi vous le faites. Parce que c'est là la question. Chaque fois que vous avez des difficultés devant vous et que vous vous posez la question de savoir pourquoi est-ce que je faisais telle chose, pourquoi est-ce que j'avais commencé par faire telle chose. Et quand vous vous posez la question, vous vous rappelez du pourquoi, c'est en fait l'essence qui vous permet de remonter encore la pente. Parce que vous le vouliez ou pas, vous aurez des difficultés. Sur le chemin de la réussite, vous avez des difficultés à chaque étape. Et donc, si vous comptez à réussir, si vous dites que vous devez réussir, vous êtes obligé de surmonter ces difficultés. Celui qui ne veut pas surmonter ces difficultés, celui qui ne veut pas échouer, ne veut pas dire ou sinon entendre dire qu'il a échoué, ne peut pas réussir en entreprise. Ne peut pas réussir. Donc, je dis oui, tout le monde peut entreprendre si la personne croit en son projet et est prêt à payer le prix, est prêt à chaque étape à surmonter les difficultés qui vont se présenter à lui, donc sur le chemin de la réussite. Merci. Et y a-t-il des prérequis que l'on devrait avoir avant de se lancer dans la création d'une entreprise?
Vraiment, merci beaucoup pour cette question. Je dirais non. Je dirais non. Je dirais non parce que quand vous commencez un projet d'entreprise, faites le premier pas. Ne vous dites pas que je dois forcément avoir tel niveau d'études avant de faire telle chose. Je dois forcément faire tel ou tel avant de pouvoir commencer. Non. Faites le premier pas. Et l'entreprise même se construit d'elle-même. Parce que quand le premier pas est fait, vous allez rencontrer un problème. Et quand vous rencontrez le problème, que vous surmontez ce problème, vous rencontrez encore un autre problème. Vous êtes en train de construire comme ça l'entreprise. Parce que l'entreprise même, vous ne pouvez pas au début dire je vais tracer toute la ligne, comment est-ce que ça va se passer depuis le début jusqu'à la fin. Non, c'est impossible. Mais il suffit de faire le premier pas. Et dès que le premier pas est effectué, des situations se présentent à vous qui vous amènent à faire un autre pas. Et quand vous faites encore ce pas, vous faites encore un troisième, l'entreprise se construit au jour le jour. Des situations se présentent à vous au jour le jour. Donc moi, je n'ai pas commencé avec tout ceci, pas du tout. J'ai commencé en faisant juste un petit pas, un tout petit pas. Mais il y a des situations, comme je le dis, qui se sont présentées, qui m'ont à un moment donné obligé à faire un autre pas. Et ces situations, ça s'impose presque à vous. C'est-à-dire, c'est comme genre, soit vous le faites, soit vous abandonnez ce que vous avez commencé. Vous avez le choix. Le faire, vous allez avoir des difficultés d'ordre financière, humaine, en ce qui concerne les ressources humaines. Vous allez avoir des difficultés. Donc, vraiment, c'est à vous de vous engager et de vous donner. Faites le pas. C'est comme un véhicule. Quand vous êtes dans un véhicule, vous conduisez la nuit, vous ne voyez pas tout le goudron. Vous ne voyez pas toute la voie. Vous voyez juste une partie. Mais pourtant, pourquoi vous ne vous arrêtez pas si vous voyez 2 mètres pourquoi est-ce que quand vous conduisez 2 mètres, vous ne vous arrêtez pas d'abord? Donc, si vous continuez, c'est parce que vous croyez que la voie ne s'est pas encore terminée. Sans toutefois voir la fin. Mais vous croyez déjà en votre esprit que la voie continue. À partir de ce moment, lorsque vous entreprenez, vous vous comportez de cette façon. Vous vous dites, oui, je suis à tel niveau actuellement, mais c'est certainement pas la fin. Il faut que j'y croie et que je fasse le chemin qui reste malgré les difficultés qui vont se prendre. Donc, je ne dirais pas qu'il faut avoir un prérequis pour entreprendre. Non, pas du tout. Il faut juste avoir son projet, croire en son projet, commencer, faire le premier pas, ne pas attendre qu'on ait tout avant de commencer. Et la nature même se dispose de telle sorte que si vous êtes vraiment amoureux de ce que vous faites, ça vient de lui-même, ça vient. Moi, je vis avec l'esprit de mon entreprise, je dors avec, je me lève avec. Il n'y a pas une journée que je peux passer sans penser à mon entreprise. C'est impossible, c'est quasiment impossible. Ça régit carrément ma vie. Et quand c'est comme ça, vous allez avoir des difficultés, mais c'est des difficultés pour vous élever. Vous y croyez et vous mettez. Voilà. Ok, bon, de ce fait, quels sont les avantages d'entreprendre? Vraiment entreprendre, il y a des avantages, oui c'est vrai. Il y a des avantages. Je ne vous dirai pas qu'il n'y a pas d'avantages. D'abord, quand vous entreprenez, vous avez la chance de rencontrer beaucoup de gens. Vous avez la chance d'ouvrir des portes qui peut-être, si vous n'étiez pas chef, vous n'allez pas y arriver, vous n'allez pas pouvoir les ouvrir. Et quand vous entreprenez, vous êtes libre d'établir votre journée comme vous le désirez. C'est un avantage, c'est un très, 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 très grand avantage. Pourquoi? Je vous le dis pourquoi. Parce que
Lorsque vous avez la possibilité de disposer votre journée comme vous voulez, vous pouvez faire plusieurs choses à la fois. Vous pouvez faire plusieurs choses à la fois. Donc, vous allez ici, vous allez à telle rencontre, vous allez voir telle personne, vous allez conclure tel marché, donc, vous avez la possibilité vraiment de faire beaucoup de choses. Et quand on a plusieurs cordes à son arc, vraiment, c'est en son avantage. Donc, ce que je dirais, c'est que, oui, l'avantage, c'est que vous avez la possibilité de faire beaucoup de rencontres. Rencontrer des gens, développer d'autres projets, parce que vous avez du temps pour pouvoir le faire. Donc, si vous savez comment gérer votre entreprise. Mais ce qu'il faut faire, ce à quoi il faut faire attention, c'est que ne vous mettez pas dans la tête que lorsqu'on entreprend, on devient riche. Vraiment, il faut faire attention à ça. Parce que je sais qu'on aurait aimé que je dise que quand on entreprend, là, il y a comme avantage qu'on devient riche, ou sinon que financièrement, on est riche, on est bien. Et donc, ne vous attendez pas à ce que je dise ça, parce que, en fait, le truc, c'est quoi? Entreprendre, c'est servir la communauté. Vous êtes appelé à entreprendre parce que vous voulez régler un problème. C'est parce qu'il y a un besoin que vous avez entrepris. Vous n'allez pas entreprendre juste comme ça du jour au lendemain. Bon, je vais faire telle chose pour gagner de l'argent. C'est faux. Si vous mettez dans ça, c'est que vous êtes parti déjà mal. Parce que l'argent n'est qu'une conséquence d'un travail effectué. Donc, c'est le travail qui est important et non l'argent. Parce que tant que vous travaillez et que c'est bien, vous aurez l'argent. Ça, c'est sûr. Vous voyez. Donc, c'est par rapport à un besoin de la communauté que vous apportez une réponse. Et c'est en apportant cette réponse, en échange, la communauté vous donne quelque chose. C'est ça. Donc, si vous allez devenir riche en entreprise, c'est à une seule condition, que vous sachiez réinvestir. Sinon, l'entreprise même, à lui seul, ne vous rendra jamais riche. Les premiers bénéficiaires d'une entreprise, c'est ses employés et sa clientèle. Ce n'est pas vous-même le chef, non. Ceux qui bénéficient d'abord des avantages de l'entreprise, ce sont les clients et les employés qui y travaillent. D'autant plus qu'ils sont rémunérés en argent. Mais vous, ce que vous avez, si vous voulez devenir riche, c'est que vous êtes appelé à savoir réinvestir. Si vous ne savez pas réinvestir, vous allez rester au niveau où vous êtes tout le temps. Donc, ce n'est pas l'entreprise qui vous rend riche, mais c'est plutôt votre approche de l'entreprise, de ce que l'entreprise vous apporte, comment est-ce que vous le prenez, qu'est-ce que vous faites de ça, qui vous rendra riche. Donc, voilà ce que je peux répondre aux avantages que vous avez en entreprise. Et selon ce qui se dit, il paraît qu'un entrepreneur n'a plus le temps pour autre chose, à part son entreprise. Que pensez-vous de ça? Bon, c'est vrai. Je réponds timidement que c'est vrai. J'aurais voulu vous dire que ce n'est pas vrai. Mais c'est vrai parce que, je vous assure, parfois je me pose la question de savoir, le président de la République, je me demande si vraiment il arrive à dormir. C'est une question que je me pose. Parce que quand je reste dans ma position déjà, je vois la tâche, on est interpellé de partout. Je me demande, mais lui qui gouverne tout le pays, est-ce qu'il arrive vraiment à se reposer à un moment donné? Mais vous avez la possibilité, si vous savez gérer votre calendrier, trouver des moments pour vous-même, votre famille, parce que c'est important. C'est très, très important. C'est vrai que l'entreprise, à un moment donné, a tendance à vous absorber complètement. Complètement. Même quand vous êtes chez vous, à la maison, vous ne parlez que de ça. Avec votre femme, vous ne parlez que de ça.
Et si vous avez la chance d'avoir une femme, parce que ça c'est une chance, si vous avez la chance d'avoir une femme qui vous comprend, qui est disposée à vous écouter, à vous accompagner, là, vous avez gagné le gros lot. Mais lorsque vous n'avez pas cette chance, vraiment, il faut savoir qu'elle n'est pas tenue de vous d'écouter toutes vos bêtises. Parce que moi, j'appelle ça bêtise parce qu'elle aimerait avoir son homme ou son mari pour elle. Et ne pas avoir parlé de l'entreprise tout le temps. Bon, une fois en passant, d'accord, mais tout le temps, ça devient un peu de trop. Donc, oui, c'est vrai, vraiment, l'entreprise a tendance à vous absorber et ça fait qu'on n'a plus le temps pour autre chose. Mais lorsque vous savez gérer correctement votre emploi du temps, vous pouvez trouver des moments pour vous où vous allez faire autre chose. Vous allez à l'église, vous allez prier, vous allez à la plage, vous sortez. Bon, ça fait du bien déjà à votre mémoire pour le développement parce qu'un entrepreneur, un chef d'entreprise, il doit créer chaque jour. C'est obligatoire, c'est obligatoire. Si vous voulez évoluer, vous avez l'obligation de le faire. Quand je viens au boulot, chaque jour, j'ai toujours 45 minutes pour moi-même pour voir ce que je fais déjà, comment je peux le faire encore mieux. Toujours, chaque jour. Ça s'impose. Vous n'avez pas le choix. Parce que le niveau où vous êtes, où vous pensez que vous êtes déjà à un niveau vraiment bien, mais c'est faux. Un seul problème suffit pour vous montrer que vous n'êtes vraiment pas du tout dedans. Donc, il faut vraiment être à tout moment en train de se cultiver, lire beaucoup, chercher et tout ça pour que chaque fois que les difficultés viennent, vous ayez les armes nécessaires pour pouvoir les surmonter. Mais vous pouvez toujours trouver du temps, malgré tout ça, pour faire autre chose. Merci. Merci beaucoup, cher ami Derek. D'abord, je salue ton engagement, ta détermination à t'y mettre. Moi, j'ai deux petites préoccupations. Et la première, c'est à l'endroit, c'est par rapport aux enfants. D'abord, j'aimerais savoir quelles sont les conditions d'admissibilité de ces enfants à votre entreprise. Nous n'avons pas de conditions pour recevoir les enfants au sein de l'entreprise. Il suffit juste que le client ou sinon le parent demande à faire encadrer son enfant et nous faisons tout le nécessaire pour faire le travail. Parce que nous, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous croyons que chaque enfant est unique et porte en lui le pouvoir d'apprendre. C'est ce en quoi nous croyons, c'est ce en quoi tous les enseignants qui intègrent cette entreprise croient. C'est comme un credo pour nous. C'est comme un credo pour nous. Chaque enfant est unique et porte en lui le pouvoir d'apprendre. Il suffit juste de lui trouver la meilleure façon, le meilleur enseignant, l'enseignant qui a l'approche qu'il faut avec cet enfant et vous allez tirer le meilleur de cet enfant. Nous avons des enfants qui ont eu vraiment des difficultés énormes, mais quand ils sont venus au sein de notre entreprise, au sein de la Société Couleur Saveur des études, c'est des enfants qui ont brillé et nous sommes félicités de partout. Les écoles nous interpellent et nous félicitent pour ça. Et donc ces enfants sont là, ce sont des produits, ils sont là et donc c'est ce qui nous amène davantage à croire que oui, chaque enfant est unique et porte en lui le pouvoir d'apprendre. Donc nous recevons tous les enfants. Même le dernier de sa classe peut être inscrit à la CSE. Même le dernier de sa classe. Nous allons mettre le dispositif tout de suite. Nous avons des psychopédagogues qui vont rapidement faire un entretien avec lui. Déceler déjà au niveau de cet enfant quelles sont les difficultés. Si l'enfant a vécu dans son enfance des situations qui l'ont amené à devenir un enfant renfermé, un enfant qui ne s'ouvre pas. Et vous savez, quelqu'un qui ne s'ouvre pas ne peut pas connaître. C'est impossible. Et donc, déjà, nos psychopédagogues décèlent ça, ils ont des séances de travail avec cet enfant pour balayer
de sa vie toutes ces choses qui sont vraiment contraires au progrès. Et maintenant, nous envoyons vers cet enfant un enseignant qui est préparé déjà à travailler avec lui. C'est-à-dire, l'enseignant sait déjà que cet enfant, il est dans telle situation, il a telle difficulté, et voilà comment est-ce qu'il faut le prendre lorsque il va se retrouver dans telle ou telle situation. Donc, ça fait que tout de suite, l'enseignant est adapté à l'enfant, et une fois que les deux arrivent à travailler ensemble, c'est que vous avez le résultat que vous attendez de l'enfant. Donc voilà un peu comment, donc c'est tout le monde, n'importe qui peut venir à la CSE. Réponse, je vais rapidement passer à la deuxième préoccupation. À t'entendre parler, donc je comprends de là qu'il n'y a aucune clause qui lie le parent et la structure. C'est bien ça? Alors, si tant est que ce n'est pas ça, il n'y a aucune clause qui lie le parent et l'entreprise, alors comment l'entreprise arrive à... Quelles sont les... Je ne vais pas parler de conditions peut-être, mais qu'est-ce qui lie le parent et l'entreprise? Puisque c'est vrai ce que vous faites, les enseignants qui font les séances de rattrapage, de tout ça là, les psychopédagogues, de tous, bon, c'est vrai, c'est du bénévolat, mais derrière le bénévolat, il y a toute une petite rémunération. Et si peut-être les parents ne contribuent pas à un certain niveau, à une hauteur donnée, bon, je me demande comment vous arrivez à vous en sortir malgré la situation économique, la situation actuelle de notre pays. Voilà. C'est pourquoi je demandais s'il n'y a pas une clause qui vous lie entre le parent et qui lie entre le parent et l'entreprise. Déjà, ce que je veux dire, c'est qu'entre le client et une entreprise, il y a un contrat, forcément. Entre un client et une entreprise, il y a un contrat qui lie les deux. D'accord? Maintenant, le contrat stipule plusieurs choses. D'accord? Et que je ne vais pas forcément me mettre à développer ici. Mais comprenez que entre le client et l'entreprise, il y a un contrat qui nous lie donc, pour le travail. Maintenant, comment est-ce qu'on arrive à s'en sortir et tout ça, je comprends pourquoi est-ce que la question est venue. Cette question m'a déjà été posée plusieurs fois. Il y a des clients même qui vous demandent, mais comment vous faites finalement pour vous en sortir? D'accord? Ce que je vais vous dire, ça va vous paraître un peu bizarre. Mais je vous dis, mettez Dieu au centre de tout ce que vous faites. Mettez Dieu au centre de tout ce que vous faites. C'est très, très important. Vous pouvez vendre du cola, mais vous allez réussir si vous êtes avec le Seigneur. C'est ça. Mettez Dieu au centre de tout ce que vous faites. Ne faites rien sans lui. Rien. Tout ce que vous faites sans lui est voué à échec. Il n'y a rien à dire. Soyez sûr. Vous pouvez commencer très bien, mais vous allez mal finir. Si c'est sans lui. Donc, pour moi, c'est ça. Et quand vous rencontrez un chef d'entreprise qui vous dit, ben lui ne croit pas en Dieu, c'est faux. C'est faux. Je vous assure, c'est faux. Il prie plus que tout le monde. Il prie plus que tout le monde. Il peut faire le duo dehors, il n'y a pas de problème. Je vous assure, mais quand il est chez lui, seul, dans son bureau, il prie plus que tout le monde. Dieu les écoute trop, parce qu'ils invoquent le Seigneur pour les accompagner dans tout ce qu'ils font. Est-ce que vous voyez? Donc, tant que Dieu est avec vous dans ce que vous faites, ça peut être 25 francs, mais vous allez réaliser de très grandes choses avec ça. Ça va vous étonner au moment où quelqu'un d'autre peut-être a des centaines de mille, des millions, des milliards, mais vraiment ne se trouve pas épanoui, ne fait pas vraiment tout ce que vous avez pu faire. Donc, à la question de savoir comment faites-vous, c'est une question que je renvoie au Seigneur. Et donc, je dis, c'est certainement avec lui que ça se passe. Donc, le reste. Merci. Je ne sais pas si... J'ai vu, il y a première organisation de soutien scolaire, organisme de soutien scolaire béninois, mais je vois encore, il y a paiement, guichet. Je ne sais pas, est-ce que c'est la seule activité ou bien
Je vois qu'il y a déjà deux choses, mais quand tu parlais, tu n'as pas précisé qu'il y a encore des subventions pour des motos, pour des dames de marché et aussi pour des soudeurs. Je veux comprendre un peu ça. Merci. Pour des émiamans ou des vendeuses, non, ce ne sont pas des subventions, mais c'est plutôt des clients de l'entreprise, d'accord, qui n'ont pas donc un pouvoir d'achat élevé. Et même en vendant de la tomate, vous pouvez toujours inscrire votre enfant à la CSE. La CSE a un produit qu'on appelle le paiement échelonné sur tontine qui vous permet de donner de façon journalière donc, ce que vous devez payer à la fin du mois donc, pour l'enfant. Donc vous avez la possibilité d'aller tout doucement, hein, 500, 200, ça dépend de votre pouvoir d'achat. Vous pouvez le faire comme vous le voulez. Donc c'est pour ça qu'il y a le Zemigaman et puis la dame donc, du marché. Ce sont des clients mais qui n'ont pas un pouvoir d'achat élevé, qui optent pour ce produit qui leur permet donc de pouvoir payer les frais d'encadrement de leur enfant simplement, sans difficulté. Vous priez, vous appelez Dieu dans toutes choses. Bon, on ne refuse pas, même avec la présence de Dieu, il y a toujours des difficultés. Et comment arrivez-vous à surmonter ces difficultés-là? Est-ce qu'il faut prier et attendre pour que tout se résolve? Ou il y a des manières pratiques pour le faire? Déjà, comprenez que Dieu ne va jamais descendre pour vous régler un problème. Jamais. Mais il va vous donner l'intelligence qui doit vous permettre de poser des actes pour la résolution du problème. Et en tant que chef d'entreprise, je vous ai dit tout à l'heure, vous n'avez pas le droit au repos. Vous ne devez pas vous dire, j'ai réussi, je suis arrivé à un niveau où c'est bien déjà. Non. Malgré que vous priez, quand vous avez les difficultés, vous vous asseyez. Vous vous posez la question de savoir pourquoi est-ce que j'ai ce problème. Pourquoi? D'où ça vient? Et vous cherchez. Et quand vous cherchez, vous allez trouver le nœud du problème, c'est-à-dire ce qui a fait que vous avez ce problème. Et vous, si vous avez l'habitude de faire des recherches, de lire beaucoup, parce que vous devez beaucoup lire, c'est ça en fait la chose. C'est ça en fait la chose. Dans les livres, nous avons vraiment du pouvoir. Moi, j'ai lu des documents pour savoir saluer les gens. Juste pour savoir saluer, donner la main. Quand la main se trouve comme ça veut dire quelque chose. Quand c'est comme ça veut dire quelque chose. Oui. Ça, c'est dans les documents que vous les lisez. Et donc, vous devez travailler chaque jour donc, à vous améliorer. Et lorsque le problème vient, si vous avez déjà l'habitude de chercher, de lire, je suis sûr que vous allez trouver, même si ce n'est pas toute la solution, quelque chose sur quoi vous allez vous accrocher qui va vous permettre maintenant d'établir la solution au problème. Et quand vous établissez la solution au problème, évitez de dire « demain je vais le faire ». Si jamais vous arrivez à établir la solution au problème, levez-vous le jour, vous avez, si c'est la nuit, dormez, le lendemain vous vous levez quand même. Mais si c'est en journée que vous avez eu la solution, levez-vous en même temps dans cette journée, allez vers la personne, allez vers la chose, affrontez la situation, appliquez la solution que vous avez. Et je suis sûr que si vous avez vraiment une confiance en vous totale, vous arrivez à bout donc, de la difficulté que vous avez. Donc, à part prier Dieu, oui, priez Dieu parce que c'est Dieu qui va vous donner l'intelligence nécessaire pour pouvoir trouver ce nœud de la chose et vous accrocher et établir la solution. C'est Dieu. Sinon, vous allez être là, vous allez avoir des difficultés, vous allez vous demander toujours, mais comment, d'où ça vient? Si Dieu ne veut pas vous permettre de comprendre, il ne vous permettra jamais de comprendre. Parce qu'il y a des choses que nous ne comprenons pas. Et quand l'homme ne comprend pas quelque chose, on dit que c'est mystère. C'est ça. Mais pour Dieu, il n'y a rien qui ne soit mystère. Donc lui, il a la possibilité de vous offrir l'intelligence pour comprendre la chose. Et quand vous comprenez la chose, c'est fini.
c'est fini. Mon peuple périt faute de connaissance. Donc, dès que vous avez la compréhension de la chose, en tant qu'homme, naturellement, déjà, si vous voulez vraiment aller loin, vous prenez les dispositions pour résoudre donc, la situation. Donc, voilà un peu ce que je peux répondre par rapport à ça. Ok. Merci, cher ami Derek, pour ce partage d'expérience. Tout à l'heure, tu as dit que tu ne te voyais pas forcément dans ce domaine, tu ne te voyais pas entreprendre, tu ne te voyais pas directeur général. Je voudrais savoir qu'est-ce qui a été l'élément motivateur, qu'est-ce qui t'a emmené vers ce chemin-là. Ensuite, je voudrais savoir, quand tu te lançais, c'était quoi tes craintes, de quoi tu avais le plus peur et comment tu as réussi à dépasser tout cela. Bon, déjà, le déclic qui a fait que tout ceci existe, c'est... Je suis revenu de la Tunisie et je devrais repartir pour Paris. Et un jour, j'étais sous la douche et c'était les résultats du bac et du BPC qui passaient. En tout cas, bon, les taux de résultats donc des candidats de réussite. J'étais sous la douche, je prenais ma douche parce que je me préparais à aller à Campus France pour continuer la procédure parce que je l'avais déjà commencé en Tunisie et il fallait terminer donc ici. Donc j'ai appris 16%, enfin 2%, 16% au BPC, 22% au bac. Et je vous assure, ça a été pour moi un choc. Ça a été pour moi un choc. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que je n'étais vraiment pas prédisposé ou sinon je n'avais vraiment pas l'intention d'être ici. Et donc, je me suis senti interpellé. C'est comme si la radio me parlait à moi et me disait, voilà, qu'est-ce que tu vas faire? Parce que j'avais déjà l'habitude d'aider les apprenants. Quand j'étais ici en tant qu'étudiant, tout le monde le fait. Et donc, quand je suis revenu, j'ai appris ça. Vraiment, c'est tout comme si, comme tu es parti maintenant, le truc me disait, comme tu es parti maintenant, voilà la situation dans laquelle tu as laissé les enfants et ils ont 16% au BPC et 22% au bac. Ça m'a choqué. Je suis sorti de la douche sans même finir ma douche. J'ai pris une feuille et un stylo et j'ai commencé par écrire. Bon, il faut dire aussi que j'étais peut-être habité par l'esprit. Et donc j'ai commencé par écrire. Oui, je peux faire telle chose, je peux voir comment est-ce qu'il faut assurer l'encadrement des enfants. Si les enfants avaient de très bons encadreurs, je suis sûr que le niveau ne serait pas à cette étape. Bon, qu'est-ce que je peux faire? J'ai commencé par, en tout cas, écrire des choses. Et quand j'ai fini, bon, j'ai continué mes courses. Donc, après, j'étais toujours... Le truc... Bon, j'ai écrit, j'ai laissé ça là. Hein, bon. Mais le truc était toujours en train de m'interpeller, de me dire, mais il faut faire quelque chose. Finalement, j'ai appelé mes parents. J'ai dit, bon, écoutez, je ne veux plus aller à Paris. Je veux faire quelque chose. On m'a demandé, qu'est-ce que tu veux faire? Je dis, bon, donner des mails d'études aux gens. Bon, c'était comme si le ciel tombait sur ma tête devant les parents. Ils ne me comprenaient vraiment pas. Pour eux, c'est comme si je viens d'où? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que je raconte? Bon, c'est bizarre. Pour eux, c'était bizarre. Ils ont tout dit. J'ai dit non, mais je veux plus. Je veux plus. Voilà ce que je veux faire. Voilà ce que je veux faire. Et mon père, bon, vous savez, les parents, il s'est fâché. Bon, vas-y avec ta mère, et voilà, et tout, et tout. Maman qui a supplié, pleuré, pardon, il faut faire ce que ton papa demande, vas-y, je t'en prie et tout. J'ai dit non, je suis resté accroché à ça, c'est bizarre. C'est bizarre. Je suis resté accroché, j'ai dit non, c'est ce que je veux faire. C'est ce que je veux faire. Et donc, il a dit ok, si c'est ce que tu veux faire, vas-y.
mais ton père n'est pas avec toi. J'ai dit, oui, je sais, mais c'est ce que je veux. Se voyez. Et donc, comme ça, j'ai commencé. Déjà, les premières années, je n'avais vraiment rien, 0 francs. Et je communiquais juste mon idée aux gens. Je rencontre quelqu'un, je lui parle de ça. C'était comme si c'était la Bible et j'évangélisais les gens. Quand je rencontre quelqu'un, j'entre dans une maison, je dis, Coco, je veux vous parler, je veux parler à des gens. J'entre dans la maison et je commence par leur exposer mon idée. Ah, écoutez, j'ai pour ambition de faire telle chose, hein, je veux faire telle ou telle chose. Là, les enfants, ils vont commencer par travailler, ils vont réussir à l'école, ils auront de bonnes notes et tout. Parfois, les gens m'écoutent, je regarde, mais c'est quoi, il vient d'où? C'est bizarre. C'est bizarre. Parfois, ils te disent, bon, écoutez, on n'en a pas besoin, hein, au revoir, au revoir. Il y a parfois même, on rit. Tu es là, on rit tellement d'abord, avant de te dire maintenant, bon, d'accord, on a compris, mais il faut partir. Je suis rentré même dans des maisons où on m'a dit, écoutez, vous avez de carte d'identité. Dans le temps, j'avais mon passeport que j'ai laissé à la maison, d'autant plus que je venais du voyage, je n'avais pas de carte d'identité sur moi, je l'avais déjà perdu depuis, je ne sais plus où c'est, donc j'utilisais mon passeport tout le temps. Donc, or le jour là, je n'avais pas mon passeport sur moi. Et je dis non, je n'ai pas ma carte d'identité sur moi. Il me dit, mais qu'est-ce qui me prouve que vous n'êtes pas un voleur? Qu'est-ce qui me prouve que vous n'êtes pas venu inspecter ma maison pour revenir après, pour faire des opérations? Attendez, j'appelle la police. Je vous assure. Ça, c'est des difficultés que j'ai rencontrées, hein, que je vous expose comme ça. J'ai été obligé de raisonner le monsieur. Je lui dis non, mon intention, ce n'est pas du tout ce que vous pensez là. Je suis appelé à faire. J'ai expliqué beaucoup de choses. Finalement, il a dit bon, ok, mais ne revenez plus ici. J'ai dit oui, il n'y a pas de problème, je ne reviens pas. Pourtant, j'ai continué, passer de maison en maison comme ça, à parler de mon projet. Se voyez, sans rien eu, sans rien avoir plutôt. C'est ça. Mais ça m'a permis de développer quelque chose qui est le savoir convaincre. Ça m'a vraiment, je ne sais pas, ça m'a lancé. Du coup, je savais comment parler aux gens. N'importe qui, je pouvais parler à n'importe qui. J'avais les mots. Ça venait naturellement, quoi. Moi-même, j'étais étonné de me découvrir comme ça. Et du coup, j'ai dit, ok, si c'est ça, alors là, je peux aller vers des écoles, je peux parler. Parce que si j'ai pu parler à des gens comme ça, et les gens m'ont dit des choses comme ça, ça veut dire que je peux quand même maintenant parler aux écoles, on ne me dira pas autant. Parce qu'eux, ils me comprendront mieux que les parents qui ne comprennent rien. Et donc, c'est comme ça, j'ai commencé à échanger avec des établissements. Et un jour, comme quand on est accroché à quelque chose avec la persévérance, ça finit toujours par arriver. Donc, j'avais une moto que j'ai vendue parce que j'avais besoin de capital. J'ai vendu, j'ai loué une baraque. Et il y avait juste une petite table avec une chaise et il y avait l'actuel comptable de la structure qui était avec moi. Et bon, on se regardait, on était là. On n'a pas de clients. On se regardait. Bon, il est mon employé, je dois le payer. Moi-même, je n'ai pas l'argent. Bon, on n'a pas de clients. Donc, on était là. Mais je lui disais chaque fois une chose. Je lui disais, crois qu'un client va venir. Quand tu viens au boulot, assieds-toi comme si, bon, il y a un client qui va venir tout à l'heure à 10h, nous allons échanger avec lui. Soyons dans cette prédisposition naturelle. Nous sommes restés comme ça tous les jours. Jusqu'au jour où un client est venu. Un client est venu. Et c'est par là que tout a commencé. Ce client est venu, le travail a commencé.
On a eu un enseignant, c'est après 2 clients, 2, 3, 5 enseignants, 10, 20, ainsi de suite, jusqu'à ce que aujourd'hui, l'entreprise s'est vraiment construite d'elle-même, quoi, comme je le disais tout à l'heure. Donc ce qui me faisait, par rapport à la deuxième question, ce qui me faisait vraiment peur au début, c'était comment est-ce que j'allais arriver à supporter les charges de l'entreprise. C'est-à-dire, les charges, c'était pas beaucoup. C'était pas beaucoup, parce que mon loyer, c'était à peine 15 000 francs, hein, je crois. Et mon employé que je payais parfois 8 000, parfois 5 000, hein, c'est des choses qui me donnent des frissons quand je le dis. Mais je suis fier de le dire. Et donc, parfois 5 000, parfois... En tout cas, c'est ce que, en fonction de ce que ça donne, on essaye de faire, quoi. Est-ce que vous voyez? Mais ça me faisait énormément peur parce que vraiment, j'avais pas de l'argent quelque part pour dire c'est un capital que je peux prendre pour faire ça. Parce que j'ai payé le loyer avec l'argent de la moto, j'ai fait une table, on a fait des chaises, donc l'argent là, fini. Est-ce que vous voyez? Bon. Mais on a cru, on est resté attaché et ça a commencé. Aujourd'hui maintenant, je pense qu'il ne se plaint pas, il est vraiment bien, il sait que oui, nous avons réussi, il est fier de ça, il est accroché à ça. Et voilà, moi-même je suis fier de lui. Donc voilà un peu les difficultés, comment est-ce que ça s'est passé, le déclic et tout ça. Cher ami, je voudrais te remercier énormément parce qu'à force de t'écouter, je vois plusieurs formations de la Jeune Chambre, c'est-à-dire des formations que tu n'as certes pas encore suivies, mais tu te comportes déjà comme ceux-là qui sont passés par là. C'est beaucoup, c'est très fort de pouvoir dégager de telles énergies. Parce que je suis convaincu qu'à t'écouter dans cette salle actuellement, et peut-être ceux qui te suivront sur les médias, c'est-à-dire tu dégages l'énergie là, positive, qui va influencer. C'est ça l'impact. Et je voudrais te remercier d'inspirer cela. Je voudrais te remercier de partager cela parce que ce n'est pas donné à tout le monde. Tu es déjà dans la posture d'un leader, d'un dirigeant. Je te félicite et t'encourage. Et comme tu es fervent, puisse Dieu t'accompagner. Je voudrais revenir sur, disons, une phrase ou bien une façon de parler que j'ai appris en Fédération de Russie. Chez eux, la logique, c'est qu'il n'y a pas de mauvais apprenants. Il n'y a que de mauvais enseignants. Voilà, comme ça, chez eux, les enseignants, c'est-à-dire quand l'apprenant ne travaille pas, c'est l'enseignant qui se culpabilise. Il n'y a pas de mauvais apprenants, il n'y a que de mauvais enseignants. Et je vois que tu t'es mis un peu dans cette logique-là. Alors, j'ai voulu te demander quelle a été ta plus grande difficulté. Mais à travers tes réponses tout à l'heure, je me demandais s'il fallait encore poser cette question. Je ne sais pas. Je te laisse libre de décider s'il faille encore répondre à cette question ou si c'est déjà passé. En tout cas, à mon niveau, je suis déjà plus que satisfait. L'autre chose, c'est le nombre de personnel aujourd'hui que tu as à ton actif. Parce que la puissance, la force d'un entrepreneur, c'est aussi ça. Le nombre de personnel à ta charge. Parce que quand on dit le nombre de personnel à ta charge, on ne voit pas ces personnes. C'est-à-dire, on voit la famille derrière ces personnes. Parce que quand tu entreprends, comme tu l'as dit, ce n'est pas pour toi. C'est pour les autres. Je me souviens,
d'une femme battante, paix à son âme, Madame Dossou, qui disait que l'entrepreneur, c'est celui qui est déjà rassasié. Et c'est ce qui lui reste en surplus qu'il investit maintenant pour entreprendre. Donc, c'est les employés qui sont à sa charge, c'est pour eux, c'est eux les premiers bénéficiaires. La preuve, c'est que quand l'entreprise est en difficulté, c'est eux qui sentent cette difficulté. On n'a pas toujours la chance d'avoir des collaborateurs qui comprennent cela et qui renforcent l'entreprise. Mais je suis confiant qu'avec l'énergie que tu dégages, c'est-à-dire tu influences déjà tout de par ton passage. Alors, je ne voudrais pas être long, nous avons posé beaucoup de questions, on a été plus gourmand qu'il ne fallait et je voulais simplement faire une suggestion, si cela n'existe pas encore, puisque tu as dit qu'il faut beaucoup lire. Je voudrais suggérer que vous ayez une bibliothèque si vous ne l'avez pas encore. Parce que c'est encore un autre plus-value. Nous voulons servir, mais c'est vrai, il y a aussi quand même un petit gain derrière. Une bibliothèque aussi, je pense que ce serait encore un plus pour l'entreprise, un plus pour les enfants, déjà en premier, et maintenant un plus quand même pour l'entreprise. Et je pense que réunir des livres ne devrait pas être très difficile. Nous avons des communautés, nous avons des gens, je pense que autant qu'on est, nous avons des anciens livres, nous avons quelque chose quand même à donner. Si on devait faire une collecte, je pense qu'on pourrait trouver suffisamment de livres déjà pour démarrer une bibliothèque. Donc c'est là ma suggestion. Et pour finir, je te répète, servir la communauté. Servir la communauté. Et c'est ça la jeune chambre. Je voudrais donc, au nom de la JCI Semenkoji Passion, te remercier de nous recevoir. Féliciter la vice-présidente Affaires et Entrepreneuriat qui nous a permis de réaliser cela et remercier tous ceux qui ont pu faire le déplacement. Notre VPE que j'ai vu affairer tout à l'heure et le VPF, le vice-président Croissance et Développement, et sans oublier les amis qui nous ont accompagnés et qui sont là pour nous soutenir. Vraiment, merci beaucoup. Merci. Déjà, en tant que la plus grande difficulté que j'ai vraiment eue, c'était comment est-ce qu'il faut faire pour que chaque enseignant puisse vraiment aller faire le travail et respecter les clauses du travail. Parce que vous savez que nous intervenons dans les maisons, donc ça veut dire dans la famille, et vraiment, quand on parle d'une famille, il y a beaucoup de situations qu'il faut prendre en considération. Papa et maman peuvent ne pas s'entendre, d'accord? Il peut y avoir une situation dans la famille qui fait que tout le monde est nerveux, et quand vous arrivez, vraiment c'est pas de gaieté de cœur que les gens vous reçoivent, on vous parle peut-être mal et tout. Donc au début c'était compliqué. C'était compliqué, des enseignants qui se fâchent, qui crient, qui rentrent chez eux, ou des enseignants qui ne vont pas du tout, qui ne vont même pas. Et vraiment c'était compliqué. C'était difficile. Et je me demandais à chaque fois, mais si le nombre s'agrandissait, comment est-ce que je vais pouvoir gérer tout ça? Et c'est le comment m'a poussé au contrôleur général, qui est celui-là vraiment, qui est un homme de terrain, qui est tout le temps là, il passe toujours, voir si tout se passe bien, s'il n'y a pas de situation. Donc, au moins quand lui il est là, le client arrive à lui dire, écoutez, il y a telle ou telle chose. Le client aussi même sait que s'il y a un problème, c'est au contrôleur général, il faut se plaindre, c'est plus sur l'enseignant. L'enseignant aussi sait que bon, s'il y a une situation, c'est pas par rapport au client et tout. Donc c'était vraiment une difficulté parce que ça faisait perdre des clients facilement. Ça faisait que les enseignants
abandonnaient le travail également. Et donc, vraiment, mais je rends grâce qu'actuellement, ça va. On a pu contrôler la situation et que ça évolue normalement. Et en termes d'effectifs que nous avons, donc je disais tout à l'heure que nous avons près d'une cinquantaine, 40 et quelques, de personnel que nous payons de l'entreprise. Donc, c'est majoritairement d'abord le personnel administratif et les enseignants. Bon, et il faut dire que les enseignants sont payés de façon honoraire, comme vous le savez déjà. Donc, c'est un peu comme ça que ça se passe. Ils sont recrutés sur la base donc d'un dossier et d'un diplôme, parce que nous avons insisté que pour les enseignants du secondaire, on ait tout au moins le BAPES et le CAPES, qui sont des diplômes de l'enseignement. Et pour le primaire, le CEAP, qui est le diplôme donc, pour les instituteurs donc, du primaire. Mais aujourd'hui, maintenant, la CSE est en train d'aller vraiment loin, parce que nous sommes en train d'établir des partenaires, des partenariats plutôt, avec des universités étrangères pour permettre à ce que nos élèves, nos étudiants qui ont le bac, on puisse savoir les glisser pour continuer donc, leur étude à l'extérieur. Donc aujourd'hui, nous sommes en partenariat avec ISIS Dakar, Abidjan, Niamey, d'accord. Et nous sommes aussi avec Campus Québec, qui est une institution au Canada qui se charge donc de recruter les étudiants pour les universités canadiennes. Et voilà, nous sommes aussi avec UMLT, qui est une université tunisienne, d'autant plus que j'ai fait la Tunisie. Donc nous sommes avec eux aussi pour donc permettre à nos étudiants et à d'autres étudiants qui veulent bien continuer l'aventure à l'extérieur, les études à l'extérieur, de pouvoir y aller, parce que c'est toujours bien de sortir une fois de son pays. C'est grand, c'est très grand. Donc voilà, je pense que c'est pour répondre à votre question. Voilà, je voudrais pour finir. Ah d'accord. C'est une question de fin, je dirais. Bon, pas une question, mais des conseils pour nos jeunes frères qui veulent entreprendre, c'est tout. Merci. Pour ceux qui veulent entreprendre, d'accord. Ce que je dirais, c'est d'abord, la première chose, c'est de chercher quel est le problème que vous voulez résoudre. Si vous n'avez pas la réponse à la question là, ne commencez pas. Ne commencez rien. Parce que si vous commencez, ce qui va se passer à un moment donné, vous allez vous embrouiller vous-même. Vous allez vous demander, mais qu'est-ce que je voulais faire? La première chose, c'est de savoir quel est le besoin que je veux satisfaire, quel est le problème de la communauté que je veux résoudre. Et est-ce qu'il y a déjà des gens qui résout déjà ce problème? Est-ce qu'ils sont assez? Si ils sont assez, ne vous ajoutez pas à eux. Non. S'ils ne sont pas assez, allez vers eux. Cherchez à savoir comment ils ont fait pour être là. Parce que ça va vous permettre, peut-être ils ont pris des années, 3 ans, 4 ans, 5 ans, pour comprendre tout ça et être à ce niveau. Mais vous, peut-être en 2 heures, 3 heures, vous pouvez déjà vraiment prendre de leur exemple pour commencer pour vous et mettre votre touche personnelle. C'est très important, cette dernière phrase que je viens de dire. Mettre votre touche personnelle. C'est ce qu'on appelle chez les blancs la marque déposée.
Si vous avez un produit, vous n'avez pas une marque là-dessus, si vous ne mettez pas votre marque, vous êtes exposé à tout. Et donc, quel est le besoin que je veux résoudre? Est-ce qu'il y a déjà des solutions qui existent déjà à ce besoin? Sinon, on va parler d'innovation. Si oui, bon, d'accord, vous apportez peut-être un plus à ce qui se fait déjà. Après avoir décelé le besoin, il faut y croire. Il faut y croire. Si vous ne croyez pas en votre projet d'entreprise vous-même, le jour où vous arrêtez de croire, en votre projet d'entreprise, c'est ce jour-là que votre entreprise a commencé par mourir. Le jour où vous arrêtez de croire en votre projet d'entreprise, c'est ce jour-là que votre entreprise a commencé sa mort. Et ça, c'est sûr, ça va venir. Il faut y croire. Et pour croire, celui qui parle de croire parle de la foi. Donc, celui qui parle de foi parle de Dieu. Et donc, quand je dis il faut y croire, c'est non seulement croire que c'est possible, mais avec Dieu. Se dit, ce truc, les gens ne le font pas, mais c'est possible que ça existe. Il y a des gens, des inventeurs qui ont créé des choses qui n'existaient pas et nous en bénéficions aujourd'hui. Peut-être que hier, si ceux-là nous avaient parlé de ça, on va dire, c'est quoi ça? C'est impossible carrément. C'est pas possible. Mais pourtant, ils n'ont pas abandonné, ils ont continué jusqu'à ce que c'est devenu une réalité pour nous, une vérité pour nous. Et nous avons accepté la vérité. Aujourd'hui, tout le monde s'adapte. Nous avons les téléphones Android. Avant, moi, je ne pouvais jamais penser qu'il y aurait un téléphone. C'était les téléphones, nos téléphones que nous utilisons d'habitude. Donc, c'est des gens qui ont cru que c'est possible de faire les choses encore autrement. Donc, il faut y croire. Il faut croire que c'est possible que cela soit avec Dieu. Et quand vous y croyez, faites le premier pas. N'attendez pas que tout soit à votre niveau. N'attendez pas d'avoir tout avant de faire le premier pas. Non. Lancez-vous. Comme si c'était vous lancez dans le vide. Laissez-vous. La nature même va commencer par mettre les dispositions nécessaires pour que, à l'atterrissage, vous puissiez atterrir tranquillement. Donc, faites le premier pas. Quelles que soient les difficultés, faites le premier pas. Et ne vous dites jamais que ça sera facile. Ne vous dites jamais, parce qu'on dit chez nous, celui qui est à terre n'a plus peur de tomber. Moi, je me vois à terre. Donc, je n'ai pas peur. Rien ne me fait peur. Rien. Parce que je sais que je ne vais pas vivre 200 ans. Je ne vais pas vivre 200 ans. Donc, je choisis de faire de ma vie ce que je veux. Chacun fait de sa vie ce qu'il veut. Quand vous allez mourir, les gens vont vous jeter dans un truc et puis c'est fini. Donc faites quelque chose de votre vie où vous savez que non, vous êtes fiers d'avoir existé. Vous n'avez pas existé juste pour conduire une voiture, construire une maison. Parce que si c'est ça, vos parents l'ont déjà fait avant. Donc vous n'avez rien fait d'extraordinaire. Si c'est juste pour construire une maison, acheter une voiture, envoyer les enfants à l'école, mais vos parents vous l'ont fait exactement. Alors qu'est-ce que vous faites d'extraordinaire? Rien. Rien. Faites quelque chose qui est propre à vous, auquel on peut vous identifier par rapport à ça. Si on dit Dangote, quand on voit le ciment Dangote, on sait que même après sa mort, c'est Dangote. C'est indiscutable. Faites quelque chose auquel on vous reconnaît. Lancez-vous, faites le pas, laissez-vous le reste. Je pense que la nature, l'entreprise même, va se construire de jour en jour, des années en année. Vous aurez des difficultés, vous allez les surmonter si vous n'avez pas peur. Et je pense que un jour, vous allez regarder tout ce que vous avez fait et vous allez vous poser la question de savoir, est-ce que c'est moi qui ai fait tout ça? Mais pourtant, c'est vous. Et vous avez la capacité de faire encore plus si vous êtes prêt à continuer à payer le prix. C'est ce que je peux dire à ceux qui veulent entreprendre. Voilà par où moi je suis passé. C'est vrai, il y a d'autres qui sont passés encore par des choses plus compliquées. Mais voilà mon expérience que je viens de partager avec vous
pour vous dire merci d'avoir visité la situation.